Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Alors, je vais rebondir tout de suite sur la toute dernière question. Je vais vous donner un point de vue qui n'est que très personnel, mais qui montre en revanche mon engagement. Vous avez raison. Moi, j'ai observé, ça fait un petit moment d'ailleurs, que j'observe que nous avons un certain nombre d'intervenants qui sont quelque part labellisés Éducation nationale, qui peuvent intervenir dans nos écoles. Mais on voit bien qu'il manque un certain nombre de personnel. Et je fais écho à ce que vous disiez, madame, sur les enfants en situation de handicap ou les enfants à besoins éducatifs particuliers, qui eux aussi peuvent avoir besoin d'intervenants divers et variés, médicaux ou pas forcément médicaux, qui ont pour les accompagner dans leur progression. Et moi, je suis personnellement, à titre personnel, très favorable à ce que nous puissions faire entrer au sein de l'Éducation nationale, avec un contrôle évidemment, on ne fait pas entrer n'importe qui, on a bien des agréments pour des associations, mais sur des situations ciblées bien précises, on peut avoir en effet besoin d'autres intervenants qui ne sont pas forcément labellisés, qui n'ont peut-être pas passé un concours Éducation nationale pour intervenir dedans, mais je pense que les personnels d'éducation nationale ont une formation très spécifique nécessaire, mais qui peut y avoir besoin d'autres intervenants. Donc voilà, c'était mon point de vue personnel. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en œuvre, mais je voulais quand même vous montrer l'ouverture et l'attachement que j'attache à ce sujet. Que je porte à ce sujet. Un sujet, Madame Lingemann, sur l'orientation et sur la sensibilisation des filles au sujet scientifique. Alors, juste vous rappeler que cette donnée qui montre sur les évaluations qui viennent d'être publiées en classe de CP, qui montre qu'il y a vraiment une égalité de compétences, de performance chez les filles-garçons en tout début d'année et que ça se dégrade s'agissant des mathématiques en milieu de CP. Ça veut bien donc dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'éducation de nos jeunes. Alors moi, pour le coup, je vais faire référence à... je crois que c'est une étude sociologique qui l'avait démontré. Je voudrais faire un appel à tous les parents, tous les adultes, également les professeurs. Je crois que cette étude avait démontré que nous n'avons pas la même attitude vis-à-vis d'un garçon, vis-à-vis d'une fille qui serait face à l'échec à l'âge de 8-10 ans. Une fille qui est en échec, on va lui dire, on va la rassurer en lui disant ça ira mieux la prochaine fois, tu vas refaire un effort, tu verras, ça ira mieux. Et un garçon, on l'engueule un peu en lui disant tu n'avais qu'à travailler un peu plus. En résumé court, la fille, on met en doute ses capacités, le garçon, on ne met jamais en doute ses capacités. Et ça commence très très jeune. Et c'est aussi, je pense, notre responsabilité des uns et des autres parents que de nous poser des questions sur le comportement que nous avons et qui peut très jeune faire une différence dans la confiance en soi qu'on peut avoir et donc après qui peut bloquer nos filles. Je voudrais juste dire que aussi en France, ce mythe des filles qui seraient moins bonnes en sciences que les garçons, c'est tout à fait faux. On a des données qui montrent très bien qu'en fait, les filles sont plutôt très performantes en sciences et qu'il y a un moment où elles s'auto-censurent. Donc il faut réussir à briser ce plafond de verre. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. Là, c'est au contraire, les filles vont plutôt vers des filières scientifiques pour pouvoir, dans laquelle elles voient une manière d'émancipation. Donc voilà, je voulais apporter cet élément de réponse. Dans le programme, évidemment, ce travail sur l'égalité filles-garçons et sur la confiance en soi, notamment de nos filles, est évidemment inclus dans ce programme. Ensuite, sur les... alors, il y avait un sujet sur les enfants en situation de handicap. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous accueillons dans nos écoles des enfants en situation de handicap et bien évidemment, ces enfants auront accès, comme tous les autres, au programme EVARS. Évidemment. S'agissant des établissements médico-sociaux, ça ne relève pas forcément de l'éducation nationale, donc j'ai moins de réponses à vous y apporter, mais je vous rejoins. Il faut qu'eux aussi aient accès à une éveil, à une éducation, une compréhension, à la notion de consentement, de refus, évidemment, et à une vie sexuelle comme toute autre personne, évidemment. Donc les programmes EVARS, là, ils sont conçus pour tenir compte des élèves qui seraient en situation de handicap, pour que les professeurs puissent adapter le contenu et la formation qu'ils reçoivent, si tant est qu'ils la reçoivent. J'ai entendu le propos de Mme Goulet, qu'apparemment j'ai regardé de près pour savoir comment ça s'est dispensé, mais normalement c'est prévu. Voilà, il y a le normal et il y a ce qui se passe, il y a la réalité. J'ai compris qu'il y avait un écart dans tout ce que vous avez dit entre le normal et la réalité. Donc évidemment, je vais regarder ça de nettement plus près. Voilà pour les enfants en situation de handicap. S'agissant des infirmières scolaires, plusieurs choses. C'est vrai que nous manquons d'infirmières scolaires. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. On n'a pas suffisamment d'infirmières scolaires. Ce que je voudrais essayer de développer, ce que nous développons au sein de l'institution, c'est une meilleure articulation avec d'autres professions, d'autres manières d'exercer, là aussi pour faire finalement rentrer dans nos établissements des personnes à qui nous pourrions donner une autorisation, un agrément pour intervenir sur ce programme EVARS. Je vais revenir à ce programme. Et évidemment, au cours de ce programme EVARS, le dialogue que ça permet de créer permet également de travailler sur les sujets de santé mentale. Et ça permet aussi de poser ces fameuses 3 questions que pose la Civis pour essayer de dépister les cas d'inceste. Rappelez que chez les
tout petits, même si nous n'en avons pas suffisamment, ce sont les médecins de PMI en première année de maternelle qui sont chargés de cela. Réfléchir aussi pour les infirmières scolaires. J'essaie de voir comment nous pourrions, encore une fois, faire appel peut-être à des professionnels extérieurs, à d'autres manières d'être infirmières pour intervenir. Nous avons besoin de professionnels qui puissent intervenir. Donc ça rejoint la réponse que j'ai faite à vous, Madame Voiland, tout à l'heure. Et j'irai volontiers en Haute-Savoie voir ce qui se passe chez vous. Madame Garin, vous avez parlé de volonté politique ou de courage politique. Moi, je ne manquerai pas de volonté. Alors, voilà, derrière, exactement, ça, parce que ça répond aussi à la question que vous êtes plusieurs à avoir évoquée. Face, on pourra dire tout ce qu'on veut, il peut y avoir toutes sortes d'associations qui militent, qui essayent de mettre en doute ou de critiquer ce programme. Alors, moi, je ne céderai pas d'un pouce. Hein. Ça me laisse de marbre. Ça me laisse de marbre. Ce programme est bon. Alors, ensuite, il faut des moyens. Il faut parfois un peu d'audace et de malice pour pouvoir trouver les bonnes organisations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas calé, je veux le dire, et je voudrais qu'on progresse, qu'on aille très au-delà des 15%, mais je ne peux pas m'engager évidemment pour passer de 15 à 100% des élèves qui soient formés. Mais je me dis quand même, je veux croire quand même qu'à partir du moment où on a un programme qui est beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus précis, qui vraiment est un véritable, cette fois-ci, soutien, un véritable cadre pour ceux qui dispenseront cet enseignement, déjà, je pense qu'on va lever un certain nombre d'obstacles. Pas tous, un certain nombre, ça sera à n'en pas douter une aide. Mais évidemment, il y a d'autres moyens en termes de personnel, en termes de salles de classe. Il peut y avoir des établissements dans lesquels il peut y avoir des gens qui ont besoin de jongler dans les emplois du temps, parce que tous les établissements n'ont pas des salles de classe vides. Il peut y avoir des moyens, des questions organisationnelles. Tout ça, je l'ai bien présent à l'esprit. Et la notion de référent qui puisse aider à piloter ce programme me semble une piste intéressante. Pour être beaucoup plus précis sur le budget aujourd'hui, en 2024, vous n'allez pas être content de ce que je vais vous dire, mais je suis transparent, je ne sais pas faire autrement. En 2024, le budget santé scolaire était de 733 millions d'euros, et vous l'avez peut-être vu dans la loi de finances. Pardon, c'est en 2024, je n'ai pas les chiffres pour 2025. J'ai seulement ceux de 2000, ça c'est 2020. Ça c'est 2020. Donc on est passé 2020 de 516 en 2020 à 733 aujourd'hui, donc il y a un plus, mais ça ne répond pas aux 620 millions, pardon, j'avais même augmenté, 620 millions d'euros par an. J'ai noté votre 50 euros par élève, hein, évidemment, ça peut paraître peu, mais on ne va pas demander aux parents de les financer, évidemment, c'est à l'école de le faire. Donc voilà, donc j'ai bien conscience que les moyens ne sont pas forcément à la hauteur des attendus. Derrière, il y a tout un travail que je vais mener. Je veux vraiment qu'on se donne, qu'on aille au maximum de tout ce qu'on peut faire, et puis derrière, pouvoir du coup tirer le signal d'alarme en disant voilà, là, moi j'ai besoin d'aller plus loin pour les raisons que vous avez évoquées, parce que si ça n'est pas fait derrière, ce sont des enfants qui souffrent, et des enfants qu'on met en danger, qui se mettent en danger, et qui derrière, finalement, vont conduire à des situations qui ont un impact très compliqué après pour nos sociétés à résoudre. Donc il vaut mieux le prendre très en amont. Donc je répondrai présente et je déploierai tout ce que je peux faire pour pouvoir déployer, aller au plus loin possible de ce programme. L'ambition, c'est minimum, j'ai bien dit minimum, 3 séances par an. Qu'est-ce que j'ai oublié? Madame Firmin-Lebaudot, qui me parlait de... Et je vous rejoins sur rappeler que ce programme a des bases scientifiques, on l'a fait avec des experts, et ça, c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, son ajustement, son évaluation, ces modifications éventuelles au cours de sa diffusion seront faites sous le contrôle également d'experts et de scientifiques. Ça, c'est très important. Vous m'avez interrogé sur la manière dont ce sera fait. Donc, les professeurs, c'est vrai qu'il y a une part de volontariat des enseignants. C'est vrai, je ne peux pas le nier. Et que cet enseignement à la vie affective et relationnelle, parce que c'est inscrit dans le Code de l'éducation, nos professeurs doivent le mettre en œuvre. Ils n'ont pas le choix. Et ça relève d'un travail du coup de coordination entre les équipes. Il faut qu'ils le mettent en œuvre. Je pense au premier degré, les enseignants doivent le mettre en œuvre. Donc c'est vrai, c'est à prendre sur le volume des 24 heures semaine avec leurs élèves. Oui, c'est à prendre là, mais c'est indispensable. C'est aussi le rôle du conseil pédagogique de voir comment on peut le mettre en œuvre, avec quels moyens humains. Et ça sera pour le second degré, notamment à travers le CESC, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Donc c'est un défi, mais il faut que ce soit absolument mis en œuvre. Il en va vraiment, c'est un enjeu de santé publique pour nos jeunes. Dernière question, parce que je crois que ça je l'ai dit. Alors, on a aussi un sujet
je veux revenir au cas de la santé scolaire au sens plus large, des infirmiers, des médecins scolaires. On a un sujet d'attractivité des métiers, puis le nombre de postes de médecins scolaires est évidemment limité tous les ans. Là aussi, moi j'ai vu l'exemple dans une académie où un recteur avait mis en place une solution qui permettait à des médecins de ville d'avoir accès à une formation qui se passait pour 2 ans en santé scolaire et qui leur donnait du coup les outils pour pouvoir intervenir sur des vacations en santé scolaire et pour compléter leur exercice. Parfois certains, et là en l'occurrence dans cette académie, ça a très bien fonctionné. Donc voilà un exemple de pistes qu'il faut vraiment explorer, parce que si on se limite à n'avoir que des médecins scolaires, il faut dire aussi quand on est médecin scolaire, il y a un petit élément important. Nous sommes médecins, enfin, je vais dire le nous, mais pour un nous de corporation, pas plus que ça. Quand nous sommes médecins scolaires, nous n'avons plus la possibilité de prescrire. Nous ne sommes plus des médecins prescripteurs. Et ça, quand on a fait nos X années d'études, minimum 7, 8, c'est plutôt 8 d'ailleurs, ou 9 maintenant, et qu'au bout du compte, c'est un choix. Mais c'est un choix qui peut, à partir du moment où on sait qu'on est privé de la possibilité de prescrire, c'est un choix que certains peuvent refuser de faire parce qu'ils souhaiteraient pouvoir garder un exercice mixte, une partie en médecine scolaire qui les intéresse et une partie en médecine prescriptive. Et ça, je m'en suis déjà ouverte à ma collègue ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, et je pense que là, on a un travail à faire en s'appuyant, par exemple, sur l'exemple de cette académie que je citais. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. Alors, peut-être vous m'avez une demande juste une chose sur si les parents peuvent refuser les séances. Ah ben non. Ah, je vais être très claire, non. C'est inscrit dans le Code de l'éducation. Un parent ne peut pas refuser les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. C'est juste non. Ça fait partie du Code de l'éducation, comme les mathématiques, le français, l'éducation physique et sportive ou l'éducation musicale. C'est dans le programme, ça fait partie du programme. Ils ne peuvent absolument pas demander que leurs enfants n'y assistent pas. Ça, je vais être très claire et je ne céderai en rien là-dessus. Voilà. Quelques retours sur les mouvements anti-choix, voilà, et éventuellement des sujets sur le projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, si vous avez des informations ou comment les récupérer. Alors, sur la régulation de l'espace numérique, ce que je peux dire, c'est que je viens de rencontrer le 30-18 avec l'association e-Enfance et l'année dernière, ils ont pu faire retirer 14 000 contenus qui étaient de nature harcelante sur des enfants. Donc ça, c'est une piste. Maintenant, sur la majorité de 15 ans à faire vérifier, à faire valider par les parents pour s'inscrire sur une plateforme, ça c'est une belle ambition, mais pour le moment, nous sommes soumis à une dimension européenne et j'ai un Conseil européen des ministres de l'Éducation nationale le 25 novembre, là, dans une semaine, et c'est justement le sujet dont nous débattrons. Et moi, j'aimerais demander à mes collègues qu'on puisse avancer un petit peu plus vite sur ce sujet de la majorité numérique pour pouvoir s'inscrire sur une plateforme. Sur la loi sur les sites pornographiques et à la lutte contre la désinformation, donc c'est une loi qui date de mai dernier, si je ne me trompe pas, pour protéger nos enfants de la pornographie, pour lutter aussi contre toute arnaque, contre la haine, contre la désinformation. Alors, là aussi, elle s'inscrit dans le cadre, on ne peut pas la mettre en œuvre sans ignorer le DSA, le Digital Service Act, et le Digital Market Act au niveau européen. Donc pour le moment, dans les informations qui m'ont été délivrées, il faut qu'on puisse avancer au niveau européen pour avancer sur ce projet de loi. C'est l'information, la compréhension que j'ai de la situation pour le moment. À voir, j'en aurai plus peut-être d'informations la semaine prochaine. Tout le reste, c'est pour ça qu'a priori, on n'a pas pu avancer plus que ça, puisqu'il y a plein de choses qui devaient être mises en œuvre, mais pour le moment, j'ai conscience qu'on ne pouvait pas avancer plus que ça tant qu'on n'a pas avancé au niveau européen, dans le cas du DSA et du DMA. Je n'ai pas de réponse au mouvement anti-choix. En tout cas, moi, je suis... si vous demandez que je m'élève contre eux, je m'élèverai contre eux. Hein. Il n'y a pas de... Alors, sur les sujets de lutte contre la désinformation et de la sensibilisation de nos jeunes au sujet de la désinformation, bon, il y a d'abord le pilier des parents, mais ce que fait l'école... Je pense que l'école peut faire beaucoup plus, avec des programmes beaucoup plus structurés. Là aussi, on voit tout de suite que dès qu'on a des programmes structurés, on avance beaucoup plus efficacement sur un sujet donné. Et là, l'éducation aux médias et à l'information. Donc moi, j'ai une parlementaire en mission qui va démarrer ses travaux dans c'est imminent, c'est une question de semaines, si ce n'est pas de jours, pour justement nous aider à construire des programmes d'éducation aux médias et de l'information pour que ça puisse être, alors on va dire c'est un programme de plus, une chose de plus à faire par nos professeurs, mais encore une fois, avec un programme, avec un cadre, on avancera beaucoup mieux. Pardon ? J'ai pas entendu.
pour tous les... Et puis par ailleurs, ne pas oublier que nos professeurs sont formés au sujet de la lutte contre toute forme de désinformation et contre les fausses informations. Ils sont formés à la fois en premier degré et en second degré aujourd'hui. Alors évidemment, sous forme d'une foire aux questions qui leur est proposée pour qu'ils puissent, à chaque fois que une situation leur est soumise, qu'ils puissent y trouver une réponse facilement. Et rapidement. Merci Madame la Ministre. Alors, quelques mots sur l'agenda, chers collègues. C'est important dans ce temps d'organisation. Vous savez que la semaine du 25 novembre, avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons organisé avec la délégation 2 temps forts sur lesquels j'espère que vous serez, que vous répondrez présent. Nous auditionnerons le 26 novembre, donc c'est le mardi après les questions au gouvernement, le garde des Sceaux à 17h et le 27 novembre, le lendemain, donc à 15h30, nous avons une table ronde avec des professionnels de la société civile, dont Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pardon, je suis en train de relire. En fait, 15h30, ça n'est pas possible, puisque je termine un colloque à titre personnel à 16h30. Donc, le colloque sera à 16h45. Voilà, donc 16h45, juste pour que je vous donne des informations correctes. Donc, notre colloque à nous, c'est 16h45. On y a donc Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Anaïs Defosse, elle est avocate. On aura également Muriel Salmona, psychiatre, et Julia Foyce, dont nous avions entendu le témoignage en audition. J'espère évidemment pouvoir compter sur votre présence. J'aimerais également faire le point sur la mission que je co-rapporte avec Marie-Charlotte Garin sur la définition pénale du viol. Comme vous le savez, nous y travaillons depuis 1 an. Nous avons repris nos travaux, nous devrions rendre nos conclusions début décembre. Une proposition de loi, comme il était prévu, sera annexée au rapport et nous souhaitons qu'elle soit transmise au Conseil d'État et qu'elle soit examinée en semaine transpartisane, vraisemblablement au mois de mars. Alors Marie-Charlotte et moi, nous travaillons à trouver une rédaction d'équilibre qui garantisse évidemment la protection des victimes, respecte les grands principes de notre droit et nous travaillons surtout dans un esprit transpartisan qui est celui de la délégation et qui nous permettra à cette réforme d'aboutir. Donc la proposition de loi qui porte sur la définition pénale du viol, il y en a une qui a été récemment déposée par des membres du groupe LFI et qui vient bousculer cet agenda. Nous sommes évidemment convaincus que la définition doit changer, mais nous aimerions le faire dans un esprit transpartisan et de concertation. Je voulais vous indiquer ma position à ce stade et en vue de nos débats. Je vous remercie pour cette journée et votre présence. Merci Madame la Ministre. Au revoir.